Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons discuter du patient acteur dans la recherche. Je vous présente ici mes liens d'intérêt et mes liens d'intérêt en l'occurrence n'ont pas de lien avec le topo qu'on va voir aujourd'hui. Alors depuis déjà quelques années, les soins ont pas mal évolué avec un patient qui est vraiment aujourd'hui au cœur des soins. C'est un petit peu ce qu'on appelle le patient-centered care et évidemment ce qui relève de la décision médicale partagée. Mais aujourd'hui, ce qu'on va discuter, c'est le patient au-delà des soins justement et en particulier le rôle du patient dans la recherche. Alors quand on pense à comment un patient peut être impliqué en recherche, il faut se référer à ce qu'on appelle l'échelle de participation, où il y a plusieurs niveaux potentiels pour un patient. Un patient peut être dans la consultation, simplement un rôle consultatif, il donne éventuellement un petit peu son avis. Il peut être dans un rôle de conseil, il peut être dans un rôle de collaboration et enfin dans un rôle de contrôle par rapport à la recherche. Et quand on applique cette échelle de participation aux patients dans la recherche, eh bien ça donnerait un patient qui serait dans un rôle de participant, par exemple participant dans une étude qualitative comme un focus group, un patient qui participerait en donnant son avis sur un choix de consensus, par exemple en participant à un groupe Delphi, un patient qui serait pleinement impliqué dans la recherche, c'est vraiment un rôle de collaboration et c'est le niveau qui va le plus nous intéresser aujourd'hui, ce qu'on appelle le patient partenaire de recherche. Et enfin, un patient qui dirigerait une recherche, par exemple en participant dans le comité de direction d'un projet de recherche. Alors, qu'est-ce exactement qu'un patient partenaire de recherche? Voici la définition internationale consensuelle. Un patient partenaire de recherche, c'est une personne qui, par définition, doit être patient. Donc, il doit avoir la maladie à l'étude dans le projet de recherche en question. Ensuite, il est partenaire de recherche, ça veut dire qu'il agit en tant que membre actif de l'équipe de recherche. Et là, un point clé, c'est la notion d'égalité avec le chercheur dans le projet de recherche. Donc, il ne s'agit pas d'un rôle consultatif, mais bien d'un rôle effectivement collaboratif. Alors, que peut-on dire aujourd'hui sur où en est-on dans le patient acteur dans la recherche aujourd'hui en Europe et plus particulièrement en rhumatologie? Je vais vous parler avec vous du soutien qu'on peut avoir au niveau international pour faire intervenir des patients dans la recherche. Nous discuterons ensuite les différents niveaux d'implication, certaines recommandations qui peuvent aider le chercheur qui souhaite impliquer des patients, et puis une petite discussion sur les facilitateurs et les barrières. Alors effectivement, en termes de structure de soutien ou de soutien international, il faut voir déjà que aussi bien la Food and Drug Administration qu'en Europe, la European Medicine Agency ont tous les deux mis le patient au centre de la recherche avec vraiment, depuis à peu près 5 ans maintenant, une optique de plus impliquer les patients dans les processus en particulier de développement de médicaments, mais aussi de validation de ces médicaments et d'autorisation des médicaments. Aux États-Unis également, Obama a mis en place un institut, le Patient-Centered Outcomes Research Institute, PCORI, dans lequel il a injecté quand même 500 millions de dollars par an à travers le Affordable Care Act. Et dans cet institut, l'idée, c'est de recentrer la recherche médicale autour des priorités des patients. Vous voyez, qui disent par exemple comment est-ce que je peux améliorer le devenir du patient pour ce qui est important pour le patient. Et dans ce processus, il y a une obligation d'impliquer les patients avec un financement uniquement obtenu si des patients font partie de l'équipe de recherche. En Europe, on n'a pas exactement un équivalent, mais on a quand même EUPATI, qui est la European Patient Academy pour l'innovation thérapeutique, qui également est financée de façon assez large par une initiative conjointe entre l'Union européenne et la Fédération de l'industrie pharmaceutique. Et dans EUPATI, il y a même des formations pour les patients qui souhaitent participer à des projets de recherche, donc on les aide et on leur propose des formations online. Si on se centre maintenant un petit peu plus sur la rhumatologie, 2 grandes instances internationales ont beaucoup soutenu depuis une dizaine d'années l'implication des patients dans la recherche. C'est d'une part OMERACT et d'autre part l'EULAR. Alors je vais vous parler un petit peu de l'EULAR. L'EULAR que vous connaissez sans doute, en tout cas si vous êtes rhumatologue, c'est le grand groupement européen pour la recherche et la formation en rhumatologie. Et dans l'EULAR, on a des sociétés scientifiques telles que la Société française de rhumatologie, des sociétés d'infirmières ou de kinés, mais aussi 35 organisations de patients qui sont impliquées directement dans l'EULAR. Et dans le cadre de l'EULAR, on a mis en place
un réseau de patients partenaires depuis déjà, vous le voyez, 10 ans, qui comporte un petit budget d'environ 20 000 € par an et qui implique plus de 60 patients avec à la fois des formations présentielles une fois par an et puis également de nombreux contacts par email. Et ce groupe de patients, ce Patient Research Partner Network, participe à des projets scientifiques financés par le LAR, mais également aux recommandations de prise en charge. Et même, c'est eux qui décident en partie si le LAR va donner de l'argent pour un projet, puisqu'ils évaluent les projets de recherche. Dans le cadre de l'ELAR, on a aussi développé des cartes de référence pour aider les médecins qui souhaitent impliquer des patients à faire participer des patients à leur projet. Et il y a une équivalence, vous voyez, la carte bleue est pour le médecin, la carte beige est pour le patient qui souhaite participer à un projet de recherche. Donc de nombreuses initiatives au niveau de l'ELAR. Au niveau d'Omeract maintenant, Omeract c'est un groupe que vous connaissez peut-être un petit peu moins, qui est un groupe de méthodologistes internationaux centré sur la rhumatologie. Depuis 20 ans déjà, Omeract implique des patients dans leur processus, avec aujourd'hui près de 80 patients qui ont été impliqués au fil des années. La participation des patients, elle se fait d'une part par une participation lors de la conférence qui a lieu tous les 2 ans, où les patients ont un droit de vote exactement comme les médecins ou comme les chercheurs. Sur les 200 personnes qui assistent à chaque conférence, il y a une vingtaine de patients, donc 10% de représentation de patients. Mais également de la participation depuis une dizaine d'années au groupe de travail entre les conférences. Et je vous reparlerai un petit peu de comment on essaye de favoriser ça. Qu'en est-il maintenant à l'échelle des différents pays ? Eh bien, je vais d'abord vous parler de l'Angleterre, qui à mon avis est très en avance sur ce sujet, avec des patients très impliqués dans de nombreux projets de recherche en Angleterre, mais également, si on veut obtenir un financement institutionnel national en Angleterre, on doit impliquer des patients dans son projet, et c'est également les patients qui vont évaluer les projets de recherche, en tout cas en partie à côté des chercheurs. En France, nous n'en sommes pas exactement au même niveau. Nous n'avons pas de patients directement impliqués dans la Société française de rhumatologie ou dans, par exemple, l'évaluation des bourses de la Société française de rhumatologie. Mais par contre, il y a des patients dans des organismes de recherche comme la Fondation Arthritis, dans certains réseaux et puis dans la filière maladies rares. Parlons maintenant des différents niveaux d'implication que peut avoir un patient dans un projet de recherche. Alors déjà, il faut réfléchir à qu'est-ce qu'on appelle la recherche et quelle recherche on veut impliquer des patients. Dans la recherche qualitative, comme par exemple des entretiens individuels ou des focus group pour dégager des priorités de patients, il est très facile d'impliquer des patients, c'est même absolument nécessaire. Quand on est sur de la recherche sur la qualité de vie ou le développement de critères patients, ce qu'on appelle des Patient Reported Outcomes, des questionnaires, on a également, c'est très clair, besoin de patients pour leur expérience par rapport à la maladie. Et ils peuvent aussi contribuer, au-delà d'apporter leurs idées sur les priorités des patients, contribuer à développer la validité d'un questionnaire, que ce soit la validité de face, c'est-à-dire nous dire si un questionnaire a du sens, ou la validité de construit, c'est-à-dire aller monter une étude pour regarder si ce questionnaire corrèle bien avec d'autres questionnaires sur ce même sujet. D'ailleurs, la FDA considère que c'est une obligation d'impliquer des patients dans des questionnaires si on veut que ces questionnaires soient ensuite validés par la FDA ou considérés valables par la FDA. Quand on va un petit peu au-delà et qu'on est sur des recommandations pour le diagnostic et le traitement, habituellement, on a des patients qui participent dans les groupes de consensus et les règles en rhumatologie, habituellement, c'est d'avoir 2 patients. On peut également avoir des patients qui participent à l'évaluation de projets de recherche, comme je l'ai dit auparavant. Par contre, si on est sur de la recherche translationnelle ou fondamentale, c'est beaucoup plus difficile et moins évident d'impliquer des patients. Et d'ailleurs, ce champ de recherche a beaucoup moins progressé en termes d'implication de patients. Ensuite, on peut se demander quand est-ce qu'il faut impliquer les patients, dans quelles étapes d'un projet de recherche. Et là, il me semble que là où le patient va jouer un rôle le plus important, ça va être pour l'identification de sujets qui soient pertinents pour le patient, pour la définition de priorités qui a un sens pour les patients, et puis pour développer un projet, c'est-à-dire un research agenda, un projet pour les prochaines années sur ce qu'on veut prioriser. Ensuite, développer le projet de recherche lui-même, ça relèvera peut-être un petit peu moins du patient et plus du chercheur ou du clinicien-chercheur. De même, recruter les patients, ça ne va pas être quelque chose qui va être pertinent pour le patient partenaire de recherche. Pour faire la recherche elle-même,
ça va quand même être plutôt le chercheur qui va le faire. Par contre, dans la phase d'analyse et d'interprétation, le patient va jouer un rôle pour déterminer ce qui lui semble important ou pertinent. Et puis ensuite, là où le patient peut à nouveau jouer un rôle important, c'est dans la dissémination des résultats et l'implémentation des résultats, par exemple via les associations de patients. Donc vous voyez que le patient peut en fait jouer un rôle assez large dans le processus de recherche à différentes étapes. Si on regarde l'exemple du développement d'un questionnaire donc de Patient Reported Outcome autour de la qualité de vie dans le LAR, c'est un projet que j'ai mené il y a quelques années, eh bien, pour l'identification et la sélection des domaines de santé, on avait 10 patients partenaires. Pour la priorisation des domaines, on avait une centaine de patients qui n'étaient pas vraiment des patients partenaires, mais plutôt des patients à visée consultative plutôt que collaborative. On a eu 2 patients qui ont participé à travers tout le projet et qui étaient vraiment dans le groupe de direction. On a eu des patients qui nous ont aidés pour comment formuler les questions. Et ensuite, dans les études de validation, les patients n'ont pas joué un rôle clé. Par contre, nos 2 patients partenaires de recherche et nos 10 patients partenaires nationaux ont participé lors de la réunion physique pour l'importance et la pertinence pour eux. Donc, ça fait que si on regarde notre échelle de participation dans ce projet, vous voyez qu'il y avait 2 projets tout en haut, vraiment en rôle de direction, 10 patients partenaires de recherche à travers tout le projet, tandis qu'on avait plus de 1000 patients qui ont participé dans des étapes qui sont plus vraiment consultatives, on va dire. Un deuxième exemple, le développement d'un corset, c'est-à-dire d'un noyau dur de ce qu'il faut évaluer dans le rhumatisme psoriasique. C'est un projet international fait par Omeract. Et vous voyez qu'en fait, on a des patients vraiment dans plusieurs étapes, avec 89 patients dans les groupes plutôt qualitatifs, 50 patients dans les DELPHI, donc dans les déterminations de priorité, et puis 50 patients à nouveau dans le deuxième DELPHI, et puis 4 patients qui ont vraiment participé à travers tout le projet et qui ont même participé à vraiment diriger ce projet, on va dire. Voilà, quand on regarde un petit peu les patients partenaires de recherche et non pas les patients consultatifs dans cette étude, qu'ont-ils fait exactement? Eh bien, la participation est assez variable. Vous voyez ici, par exemple, qu'il y en a 5 qui ont contribué à vraiment dessiner l'étude de validation du corset. Il y en a 9 qui ont participé au protocole pour faire les focus group de discussion. Et puis, il y en a 5 qui ont participé à des réunions face-face. Donc voilà, c'est une participation assez variable selon les niveaux. Parlons maintenant un petit peu des recommandations. Quelles sont les recommandations aujourd'hui qui peuvent aider un chercheur qui souhaite impliquer le patient dans sa recherche? Eh bien, on a 2 grands groupes de recommandations aujourd'hui au niveau international. Les recommandations ELAR qui ont été publiées en 2012 et puis les recommandations Omeract que je vais détailler ici qui ont été publiées en 2016. Les premières recommandations Omeract discutent de qui doit aider les patients à participer et comment est-ce qu'on recrute des patients partenaires de recherche. Et vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est d'avoir une conviction au niveau du leadership, qu'il y a besoin d'avoir des patients. Et puis après, comment sélectionner le patient? Ce n'est pas évident aujourd'hui. On peut prendre un patient que l'on suit, de sa propre patientèle, ou alors on peut passer par des associations de patients. En tout cas, ce qui est important, c'est de mettre au clair les règles dès le départ sur qui va participer et comment cette personne va participer, qu'est-ce qu'on attend. Ensuite, la recommandation 5 porte sur quand doit-on impliquer ce patient, dans quelle étape il peut participer, ce que je vous disais tout à l'heure. Il n'est pas évident aujourd'hui qui on doit impliquer à quelle étape, puisque ça dépend un petit peu si on fait un projet d'imagerie, un projet de méthodologie, un projet de recherche fondamentale. Mais l'idée, c'est quand même d'impliquer le patient partenaire de recherche tout le long du projet, par des contacts réguliers, en adaptant le langage pour éviter de jargoniser, en donnant quelques informations de base aux patients afin qu'ils puissent quand même suivre le projet de recherche. Donc il faut qu'il ait quelques connaissances sur la recherche et puis réfléchir à ce qu'on peut faire pour favoriser cette implication du patient au long terme. Les recommandations 6 à 8 portent sur fournir une aide au patient, mais aussi rapporter l'implication du patient et reconnaître de façon appropriée. Il y a aujourd'hui une grande discussion sur est-ce qu'il faut ou pas rémunérer un patient qui participe à un projet de recherche, est-ce qu'il faut le payer? Parce qu'après tout, nous les médecins et les chercheurs,
on perçoit bien un salaire pour faire nos projets de recherche et le patient partenaire de recherche, lui, il le fait entièrement sur la base du volontariat, ce qui est compliqué au long cours. Discutons maintenant justement des facilitateurs et des barrières pour impliquer un patient dans un projet de recherche. Quand on avait repris toute la littérature en 2016, on avait trouvé 16 articles sur le rôle du patient partenaire en recherche et vous voyez directement qu'il y en a énormément qui viennent d'Angleterre et seulement 2 qui en fait impliquaient des patients en France ou qui relevaient en tout cas de la recherche européenne ou française. Et ces 2-là étaient en rhumatologie, mais vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de travaux qui sont faits en cancérologie en particulier sur le rôle du patient partenaire de recherche. Alors, quels sont les principaux concepts qu'on trouvait dans ces 16 articles? Eh bien, on trouvait ces 5 grands concepts. Le premier, rapporté dans un tiers des articles sur la sélection des patients. Le deuxième, sur quelles phases peuvent concerner le patient partenaire de recherche. Le troisième, autour de comment soutenir ou aider le patient. Et là, les points clés qui sortaient, c'était une formation avant de mettre le patient dans en tant que partenaire de recherche, de bien discuter et même formaliser les objectifs et les attentes de part et d'autre et de soutenir pendant le projet. Pas mal d'articles portaient sur la communication avec le patient, vraiment éviter le jargon, maintenir des points réguliers à travers des newsletters par exemple, et puis pas mal d'articles autour de la reconnaissance. Quand on voit ce qui est fait dans Omeract, avec l'expérience qu'ils ont aujourd'hui, vous voyez qu'il y a un soutien individualisé mais très organisé vis-à-vis des patients partenaires de recherche, avec le développement d'un glossaire de termes pour éviter l'incompréhension sur les termes médicaux, une information avant chaque congrès avec un pack d'informations, une demi-journée de formation au début du congrès, des réunions de soutien quotidiennes pendant le congrès, un programme personnalisé pour que le patient sache à quelle session il est censé aller, et puis un système de compagnonnage, et ça c'est vraiment un point clé, c'est un soutien par les pairs avec un networking par les pairs qui fonctionne plutôt bien. Si on regarde un petit peu maintenant mon expérience dans le développement de Patient Reported Outcomes, de questionnaires, vous voyez qu'en termes d'identification de patients partenaires de recherche, eh bien, ça n'est pas facile de voir comment identifier les bons patients. On est par une identification soit via le LAR, soit par les investigateurs eux-mêmes au sein de leur patientèle. Et là, on a les problèmes de la barrière de la langue dans les projets internationaux, mais aussi de la confiance du patient, d'être à l'aise pour parler dans un groupe, de leur connaissance aussi vis-à-vis de la recherche, du processus de recherche et des termes médicaux. Ensuite, tout ce qui est participation dans les groupes internationaux, il est important à mon avis d'avoir une petite session au début du groupe de travail qui est axée vraiment sur les patients pour leur expliquer ce qui va se passer et puis les mettre à l'aise sur le fait que leur expérience de la maladie est aussi importante que la connaissance du chercheur en termes de statistiques par exemple. Participer dans les projets en dehors de réunions face-face, franchement, c'est plus difficile pour des problèmes déjà de réponse de nos patients qui, quand même, rappelons-le, travaillent sur la base du volontariat, qui aussi parfois sont un peu perdus dans les documents qu'on leur envoie, ne savent pas trop comment ils doivent répondre. Je pense qu'envoyer des emails réguliers, des newsletters, c'est vraiment très important. Et puis une difficulté particulière, c'est l'implication long terme. Pour un patient, accepter de venir à une réunion sur 2 jours, c'est tout à fait faisable. Accepter de recevoir des mails tous les 15 jours pendant 2 ans et répondre à ces mails et participer à des téléconférences, c'est quand même plus difficile sur la base du volontariat, surtout que la maladie peut aussi rentrer en ligne de compte, peut s'aggraver, peut faire que le patient n'a plus envie à un moment donné de participer à ce projet de recherche. Et puis un autre point très important, c'est la reconnaissance vis-à-vis des patients partenaires de recherche. Est-ce qu'ils doivent être co-auteurs ? Est-ce qu'ils doivent être remerciés quelque part? Est-ce qu'on peut leur donner peut-être accès à la bibliothèque universitaire? Est-ce qu'on peut... Il y a des reconnaissances non financières qui peuvent aussi aider, et puis éventuellement financières, comme je l'ai dit précédemment. Je vous montre maintenant une diapositive développée par Martin De Witt, un patient partenaire dans Omeract, qui disait quelles sont les difficultés qu'on a eues dans le groupe rhumatisme psoriasique Corps 7. Et vous voyez que lui, il retombe sur les mêmes un petit peu difficultés, des difficultés autour de la charge de travail, de la communication, de vérifier que on obtient une représentativité des patients. Vous savez peut-être que les patients qui acceptent de participer à des projets de recherche sont généralement des patients d'âge moyen et de niveau socio-professionnel élevé. Donc on a du mal à avoir une bonne représentativité de l'ensemble de nos patients.
la motivation au long cours, et puis de vérifier que ce que dit le patient ne se perd pas, si vous voulez, parce que le patient va parler, et puis après, 3 chercheurs vont donner leur avis, et puis parfois l'avis du patient, il passe un petit peu à la trappe dans les projets, et ça c'est quelque chose à quoi il faut porter une attention particulière. Si on travaille au-delà des questionnaires patients et des corsets, c'est plus difficile de définir le rôle du patient, par exemple dans la recherche translationnelle ou fondamentale. Mais il me semble quand même que le patient peut jouer un rôle important pour ce qui est de prioriser les sujets de recherche qui ont un sens pour les patients. Parfois, le patient peut jouer un rôle pour trouver un financement, par exemple à travers des fondations pour les patients, et puis dans la dissémination des recherches, des résultats de la recherche, le patient peut jouer un rôle, par exemple, via les associations de patients. Il faut faire attention à ce qu'on appelle en anglais le tokenisme, c'est-à-dire le patient qui finalement est là juste pour faire joli sur le papier, mais qui en fait ne joue aucun rôle dans la recherche. C'est quelque chose à quoi je pense il faut faire attention quand on est chercheur. Alors, comme j'ai essayé de vous le montrer, je pense qu'il y a vraiment un mouvement de fond pour plus impliquer les patients dans la recherche. Il y a une implication qui peut être structurelle, par exemple dans des sociétés de recherche, dans des sociétés nationales ou internationales. Mais ce qui va nous intéresser surtout, c'est l'implication directe dans un groupe de travail que vous, chercheurs, vous allez diriger. En Angleterre, les patients sont vraiment impliqués aux 2 niveaux, dans la structure, mais aussi dans les groupes de recherche. Dans le LAR, c'est surtout aujourd'hui au niveau de la structure qu'ils sont impliqués. En France, on est en train de progresser, mais on n'est pas encore tout à fait au même niveau que nos collègues anglais. Je crois qu'il faut bien distinguer les différents types de recherche parce que c'est facile de dire que le patient doit être impliqué tout le long du projet. Dans un projet, par exemple, qualitatif, c'est un petit peu différent dans un projet de recherche fondamentale. À mon avis, réfléchir aussi au patient en tant qu'individu versus patient représentant d'associations de patients et faire aussi attention à ce que le patient ne soit pas là finalement en tant que syndicaliste de patients, mais bien en tant qu'expérience individuelle. Et puis faire attention à ce qui est scientifiquement intéressant versus politiquement correct. Pour conclure donc, il me semble que l'implication des patients dans la recherche, c'est un champ à la fois assez récent mais aussi très excitant, où on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et où la rhumatologie joue un rôle important aux côtés du cancer ou du VIH, qui sont aussi des champs très avancés. On a des exemples très positifs en rhumatologie, en particulier en ce qui concerne l'étude qualitative et les critères apportés par le patient. Et puis, je vous ai montré les facilitateurs afin de permettre l'implication des patients tout le long d'un projet de recherche. Mais on a encore quelques barrières à ça qui, à mon avis, doivent encore être explorées et sur lesquelles il faut travailler. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.